C'est l'époque des hypervitesses, des plein de choses à faire et des retards partout. Avancer. Tu dois travailler, travailler et travailler. Ordre et désordre. Je dirais... Sous tension. Connecté. Paradoxal. Je la trouve chamboulée. Prometteuse. Angoissante. Anxiogène. Superficielle. Singulière. Je dirais qu'elle est éreintante. Positif. Complexe. Vous écoutez Craquer l'époque, le podcast des imaginaires politiques. Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, nous avons le plaisir de retrouver Velibor Čolić. Velibor Čolić, vous avez écrit de nombreux livres en serbo-croate, la langue qui vous a vu naître, et en français, une langue que vous avez apprise au cours de votre exil. Vous avez écrit récemment Guerre et pli aux éditions Gallimard. On vous doit aussi chez le même éditeur le livre des départs en 2020, Manuel d'exil en 2016, et un roman tragico-comique, Ederlárzi, qui signifie Printemps en tzigane en 2014. La semaine passée, on a parlé de la guerre. Vous le savez, ce mois-ci est consacré au dialogue européen, une initiative des Champs libres à Rennes qui se tient du 20 au 23 novembre. Il s'agit de réfléchir à ce que peut l'Europe face à la guerre. Alors nous, Velibor, on a choisi de parler de la guerre à hauteur d'homme. On n'a pas tellement envie de discuter des stratégies géopolitiques. Vous dites d'ailleurs, la guerre est une décision de personnages âgés qui tuent les jeunes. Velibor Čolić, permettez-moi une question naïve. Mais comment on empêche les personnes âgées de tuer les jeunes? Comment on peut? Voilà. Il faut dire qu'assez souvent, nos dirigeants sont très courageux, prêts, je dis toujours, entre guillemets, à se battre jusqu'à la dernière goutte de sang des autres. Il y a une histoire tristement vraie dans le Balkan qui est valable pour tout le monde, qui dit, je vais essayer de traduire, l'homme riche fait la guerre avec le bœuf et le pauvre avec les fils. Après la guerre, les riches se rachètent le bétail et l'homme pauvre cherche les tombes. Voilà, hélas, on ne peut pas empêcher le vieux de décider de destin des jeunes. Hélas, on ne peut pas empêcher le nationalisme de tous les bords de sacrifier tout pour le peuple, comme je dis, y compris le peuple. Tout ce qu'on peut à notre petit niveau, c'est dire, écrire, chanter, filmer. Non, je ne suis pas d'accord. Non. Monsieur le Président, comme chantait Boris Vian, je ne suis pas d'accord. Est-ce qu'un seul non, je ne suis pas d'accord, fonctionne? Non. Mais 10 millions, je ne suis pas d'accord, peut-être peut fonctionner. Alors je crois que je suis tout à fait d'accord avec vous sur ce rejet de l'idéalisation de la guerre, de tout ce qui lui donne d'ailleurs une puissance de séduction, qui marche dans un certain nombre de cas. Mais il n'est pas suffisant d'être justement anti-guerre, il n'est pas suffisant parce que des peuples disparaissent. Aujourd'hui, certains sont menacés de disparition. Comme une très grande difficulté sur comment répondre en fait. Comment répond-on à cette folie des plus âgés? Bien évidemment qu'encore une fois, il n'y a pas de réponse claire et nette. Je suis frappé et presque désespéré par le retour de force brutale dans nos vies, au niveau d'État, que la diplomatie négociée, ou je ne sais pas quoi, c'est presque disparu, que ces bras de fer constant entre l'Europe et la Chine, États-Unis et la Russie, ou je ne sais pas qui, et que le très bon invention de l'homme à parlementer, à négocier, c'est presque disparu. Nous vivons une époque brutale où la force et que la force compte pour tout. Comment, bien évidemment, je n'ai pas la réponse, j'essaie avec mes petits textes à souligner, à ramener toujours vers l'homme, vers l'humain. Je dis toujours que la littérature d'aujourd'hui, ma littérature, notre littérature que j'aime bien, doit être comme le cinéma de la nouvelle vague, caméra à l'épaule, à l'auteur de l'homme. Plus haut, c'est des religions, blablabla. Plus bas, c'est le cynisme. Ça, c'est le cancer du monde d'aujourd'hui, qu'on est cynique. Comme disait Arendt, la perte totale d'empathie. Alors, il semble qu'il y avait un temps dans l'histoire où l'opinion publique pouvait s'indigner justement face à la guerre. Bien sûr, on se souvient de la guerre du Vietnam et des mobilisations importantes de la société civile pour rendre la guerre intolérable. Ces mobilisations,
collective, elle produisait des conséquences. Aujourd'hui, il règne une espèce de morale de la résignation ou du cynisme, comme vous venez de le dire, c'est-à-dire comme si on ne pouvait rien faire pour faire cesser les guerres. Le problème est toujours trop grand, toujours trop vaste, si bien qu'au final, personne n'est vraiment responsable. Si on regarde les mobilisations qu'il y a eu dernièrement, ça a été au tout début de la guerre pour l'Ukraine, elles ont duré relativement peu de temps. Pour Gaza, on voit aussi qu'elles ont... Les souffles. Je vais dire que je pense que les gens comme Poutine savent parfaitement comment fonctionne nos sociétés aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est très court. La joie, je sais pas, Coupe du Monde, on foot, on fait la fête, mais lundi matin, c'est fini. Les tristesses. Donc, ils savaient que plus ou moins... soutien à l'Ukraine va s'essouffler très rapidement. Je parle d'opinion publique et il a raison. Tout ce qu'on a mis en place dans nos sociétés modernes sont hélas pour encourager les dictatures, pour encourager les Poutine, les je ne sais pas qui, parce que en face il y a beaucoup pourquoi, oui, mais qui sont très riches, parce qu'on est démocratique. Est-ce que c'est vrai, etc. Et en face de oui, pourquoi, mais est-ce que nous, non, on a la force brutale d'un dictateur. La démocratie est compliquée, fragile par définition, et toujours, hélas, moins efficace qu'une dictature. Ça me fait penser, pendant nos aventures de Covid, il y a quelques années, n'est-ce pas, un journal, le journal suisse m'a demandé un article que j'ai écrit. J'étais très content parce que j'étais à la maison. Je ne peux plus regarder la série télé où ça crée un petit peu mini-polémique parce que je disais que pendant une pandémie, la dictature est plus efficace que la démocratie. Le couvre-feu, c'est couvre-feu. Et je donnais un exemple que je vais raconter rapidement. En Yougoslavie de Tito, j'étais tout petit, 73, 12, comme ça. Il y avait l'épidémie de variole, qui est mortelle, 100%. Tu l'attrapes. Et c'était hyper efficace. Couvre-feu. Je me rappelle, j'étais gamin à l'école, 6 ans, tout le monde vacciné. Et c'était réglé en 15 jours. C'est-à-dire, il n'y avait pas de polémique, est-ce qu'il faut comme ça, est-ce que tu vas donner comme ça. Dictature de Maréchal Tito, très efficace. Alors j'ai écrit ça. Alors il y avait online, le lecteur suisse disait, non, qu'est-ce que c'est ça voilà. Donc je reviens, je refais une parenthèse peut-être, rien à voir. Nos démocraties sont plus fragiles que jamais. Et hélas, en face... c'est la dictature brutale qui fonce. Vous étiez en Ukraine, vous avez vu comment ça fonctionne, beaucoup pourquoi, qui va comme ça, et là-bas, ça bombarde, bien évidemment, hélas. Mais Willy Bortchevich, nous sommes en 2025. Nous sommes en train d'organiser des journées, ce que l'Europe peut faire face à la guerre. Il y a 30 ans, la même question se posait. Que peut faire l'Europe face à la guerre à l'intérieur d'elle-même, en Bosnie, en Yougoslavie? Qu'est-ce qui a changé, ou plutôt qu'est-ce qui est inchangé par rapport à il y a 30 ans? Qu'est-ce qu'elle a changé? Il y a 30 ans, il y avait quand même la vague optimiste, je pèse mes mots, de chute de l'Empire soviétique, de mur, était toujours un petit peu présent. Tous les sondages, j'étais journaliste à la radio en Yougoslavie, tous les sondages montraient en Serbie comme en Bosnie, en tous les Slovénies, que 90% de gens en Yougoslavie, ils étaient pro-européens. Parce que l'Europe, c'était une promesse. Enfin, après tant d'années de divers régimes, de guerre, de machin, une sorte de liberté, de vivre ensemble. Aujourd'hui, l'Europe est disparue de nos cœurs, de nos têtes. Faute un peu de tout le monde. D'abord, la structure. J'habite à Bruxelles. Je vous invite à voir quartier européen à Bruxelles qui ne vit pas avec nous. C'est son immeuble béton-fer, très propre. Pour boire un café, je ne sais pas où, parce qu'on ne vit pas. Il y a 2 stations de métro Bruxelles. Si on est vendredi, on voit
tout le monde partir. En blaguant, j'ai dit, si je suis Poutine, j'attaque l'Europe vendredi 14h, il n'y a plus personne à décider. Donc, une sorte de Bastille très opaque, on ne comprend pas, où un Hongrois, un paysan polonais, un retraité croate et un, je sais pas, industriel allemand, ils se retrouvent plus. Où on a foiré, c'est des longues histoires. Moi, personnellement, je sais rien. Je pense qu'on a créé l'Europe de marché au lieu de l'Europe de solidaire. On a 1000 fois parlé de marché commun, de Sarine, de Schengen comme ça, mais maintenant on a oublié l'humain. Peut-être c'est facile donner de leçons, on a oublié l'humain, qu'est-ce que ça veut dire l'humain, mais faisons le tour de campagne Alsace jusqu'à fin fond de République tchèque, un paysan, aucun ouvrier, aucun intellectuel, il n'y a pas de réponse claire. Quoi faire avec cette Europe. Hélas, 3 fois hélas, j'ai l'impression qu'on a loupé la chance historique de faire quelque chose de fraternel, de bien, de culturel, de ce que vous voulez, et pas que le marché commun. L'euro, c'est bien, parce qu'on sait, c'est plus compliqué de se faire arnaquer en Italie qu'on sait combien, parce qu'à l'époque, vous vous rappelez, 3 milliards de livres, maintenant on sait, voilà. L'Europe, c'est bien qu'on va à Madrid comme si on va chez les voisins, où il n'y a pas de passeport. L'Europe, c'est bien que je pense qu'il y a une génération de gens qui vit ça, j'espère, qui vit ça comme chez soi, mais on a foiré quand même. Moi, je me souviens, je fais partie de cette génération qui, à 20 ans, espérait tellement dans l'Europe. Je me disais toujours européen. Bien sûr. Et j'avais, voilà. Maintenant, plus compliqué de défendre. Absolument. On va parler un peu de poésie parce que vous dites que la poésie ne peut pas arrêter la guerre. La guerre ne peut pas non plus arrêter la poésie. Mais alors, si la poésie ne peut pas faire cesser le malheur, si la beauté, finalement, ne peut pas transcender la méchanceté, la poésie, elle est terriblement impuissante. Que faudrait-il peut-être, ou que manque-t-il à notre époque pour qu'elle soit, en fait, belle? C'est une phrase d'ailleurs d'Hannah Arendt. C'est-à-dire que cette beauté, finalement, soit offensive, et puis peut-être qu'elle fasse taire les cons. Comment on va faire taire les cons? C'est toujours compliqué. Je répète, l'époque est tellement violente et vulgaire. Une des dernières interviews de Umberto Eco où il dit « Qu'est-ce que c'est Internet ?» Umberto Eco, il dit « L'Internet a donné puissance aux fous de village. » Et dans chaque village, on a bistrot de village, on a le mec bourré et qui raconte les conneries et qui écoute son copain au comptoir et patron de la bar. Patron de bar qui, voilà. Il dit maintenant avec Internet, le fou de village, il y a même peut-être l'audience plus forte que n'importe quel prix Nobel. Voilà. Poésie, pas ni surestimée ni sous-estimée. Je me rappelle toujours Miguel de Unamuno qui parlait beaucoup de l'autre guerre, de l'autre barbarie, l'année 30 en Espagne. Miguel de Unamuno qui disait si les livres sont rien, si nos livres représentent rien, pourquoi à chaque guerre les barbares brûlent de livres? Parole d'écrivain a un peu baissé dans tous les sondages. Il faut dire dans une époque, l'autre époque, pas forcément plus heureuse, on demandait les écrivains comment faire. Maintenant, un peu le chien aboie, le caravane passe, mais c'est toujours important, littérature à sa place dans ma vie. Dans ma vie, pour me rassurer et pour m'instruire. Je dis, si aujourd'hui on veut savoir vraiment comment on vivait en Russie du 19e siècle, je ne cherche pas dans l'encyclopédie, j'ouvre un roman de Dostoïevski. Même si c'est la fiction de littérature, elle est là dans cette vérité qui n'est pas d'une évidence au premier degré, qu'il reste. Après commentaire, dans mon livre Guerre et pluie, je imagine ça comme un match nul qui est égal à la victoire, puisque j'ai grandi, on me disait un peu partout à l'école que, hélas, la poésie ne peut pas
arrêter des canons, mais les canons non plus, il ne peut pas arrêter la poésie. Ce match nul est aussi grand que la victoire. Et deuxièmement, la littérature fait le vivre, c'est une sorte d'alchimie, fait de vivre, elle peut faire vivre des choses qui sont disparues. Le vieux film reste le vieux film. On voit qu'on regarde un vieux film. Mais la littérature peut traverser le miroir et nous parler, et nous faire parler de gens qui sont déjà décédés. Donc dans mon roman Guerre et pluie, la plupart des gens que je parle sont plus parmi nous. Voilà, je lui donne une sorte de place, d'abord dans l'espace littéraire, qui peut devenir l'espace tout court. En Bosnie, pas qu'en Bosnie, on dit qu'on meurt 2 fois. Première fois avec notre mort physique et deuxième fois qu'on est oublié. Et s'il y a dans l'espace de quelques lignes, quelques pages qu'on parle, qu'on se souvient d'un homme qui est mort, c'est encore une grande, très grande victoire. Et littérature, elle est là. Je répète depuis 1000 fois, c'est pas une guerrière. Donnez pas un fusil, c'est une sentinelle. Alors, on a parlé de films, vous avez choisi un extrait du film de Terrence Malick, La ligne rouge, que l'on va écouter. This great evil, where does it come from? How did it steal into the world? What seed, what root did it grow from? Who's doing this? Who's killing us? Robbing us of life and light. Mocking us with the sight of what we might have known. Does our ruin benefit the earth? Does it help the grass to grow, the sun to shine? Is this darkness in you too? Have you passed through this night? I'm gonna sink my teeth into your liver. You're dying. See them birds up there? They're gonna eat you raw. Where you're going, you're not coming back from. Alors, racontez-nous ce choix de film. Pendant de longues années, à juste titre, mais j'ai cru que le plus grand film, selon moi, sur la guerre, c'est Apocalypse Now. Francis Ford Coppola, un chef-d'œuvre absolu. D'ailleurs, une sorte de partir de Conrad, de George Conrad, le voyage au bout de... Puis je tombe aussi d'abord en cinéma, puis dans le DVD, j'ai vu plusieurs fois sur le film de retour Terrence Malick, une sorte de mystique fou du cinéma mondial, qui a fait un film qui a fait le pause de, je sais pas, 30 ans, avec un casting Hollywood de premier choix, et avec une histoire de soldats. On est en Deuxième Guerre mondiale.
On est sur le bateau de marine américaine qui vont attaquer une île quelconque en Pacifique tenue par le Japonais. Et toute la première partie du film, on est dans la tête des soldats, de leurs réflexions. Et en même temps, ils rendent hommage, c'est un vieux mystique, ils rendent hommage à la nature. On va sur l'île paradisiaque, où il y a toujours le peuple autochtone et tranché japonais. Et le film est assez long, 45 minutes, il ne se passe rien, il y a réflexion de soldats, il y a Champagne, il y a Travolta. Et à ce moment-là, on voit d'abord, en loin cette île, puis plus près, on commence à tirer, Américains attaquent, et au moment, on change le viseur. Au moment, on est dans le tranchée, mais avec le japonais. Et en même temps, Terrence Malick, c'est un mec fou, après j'ai lu, une scène très complexe, très chère de bataille, puis il voit un oiseau, il s'arrête sur l'oiseau et on filme en pleine bataille comme ça. Merveilleux film, réflexion sur la guerre, sur l'essence, sur l'absurdité. Bien évidemment, aucun sens ni héroïsme ni rien. Absurdité phénoménale, si je peux dire, de cette bataille, que c'était un point perdu dans le Pacifique qui ne représente rien pour les Américains et encore moins pour les Japonais. Merveilleux, la ligne rouge, je conseille à tout le monde. Il y a un fait que j'ai remarqué dans mes observations de la guerre, c'est que l'existence est totalement engagée dans une direction et que ça suppose en tout cas une pure présence au présent. Pas la même temporalité au sens où on ne pense pas au futur, au jour d'après. Vous dites d'ailleurs dans un de vos livres que le lendemain ne fait aucun préparatif pour vous. Bref, la guerre rend indisponible, ou en tout cas impossible toute projection. Et puis on revient dans la vie normale, dans la vie où il faut bâtir, où il faut se projeter dans des vies qui sont pas toujours consistantes, qui sont pas tellement désirables. Qu'est-ce que c'est que pour vous retourner dans la vie normale? Quels sont vos souvenirs, vos propres souvenirs à vous, de retourner dans une vie dans laquelle en fait la vie justement n'est pas menacée? Oui, la guerre, c'est le présent nu de moment. La guerre, je parle d'un soldat comme moi, efface présence de chaque idée d'anticiper quoi que ce soit. Présent nu de ce moment-là. On est, avec tout le respect pour l'animal, on est au niveau animal. C'est-à-dire se débrouiller, survivre. Pour moi, le drapeau, la patrie, le blablabla, très très loin, le survivre. Donc, jour après jour, et vraiment jour après jour. Et s'il y a une bataille, s'il y a une attaque, c'est minute après minute. Donc, survivre vraiment, c'est partialisé comme ça. Et puis, retour à la vraie vie où il faut anticiper. Au mois d'août on va en vacances, on va changer le four à passer. C'est très dur. Je cache pas, j'ai une très mauvaise idée de soigner ça, à tremper ça dans la bouteille d'alcool. À un moment, j'écris ça, peut-être ça m'aide parce que je parle comme ça. J'arrivais pas donc dans le foyer à Rennes. J'arrivais pas à dormir à jeun. Puis à un moment, mon chagrin, comme disait, je pense, c'est des proches. Tout ce qui est sage dans la langue française, c'est à peu près des proches. Mon chagrin a appris de nager, donc ça paraît pas. C'est très compliqué. C'est très compliqué parce que tu viens de quelque chose que les gens, comme je disais, que les gens ne veulent pas voir. Que le petit autruche de chacun de nous ne veut pas voir. Donc, tu es témoin de quelque chose que c'est gênant. Tu deviens une sorte d'enfant de l'humanité très laide qu'on cache dans l'armoire si on a des invités. Moi, j'avais les choses, après que je laissais tomber l'alcool, avant que l'alcool me laisse tomber moi, à son tour, c'était quand même à l'écriture. Aucune idée, aucun plan, rien. Il fallait que ça sorte. Et j'écris dans un livre, un verre d'alcool, c'est la loupe qui agrandit nos problèmes, c'est rien. Donc, j'ai passé par... Maintenant que je me souviens, j'ai noirci des pages entières de textes presque
dans l'écriture automatique, sans aucune idée littéraire ni rien. Juste, il fallait que ça sorte. C'était mon cri silencieux. L'écriture, c'était le point où je m'accroche. Je dis littérature, c'est pas que vendre mon nouveau livre et être invité à Lisbonne et à Madrid et à Paris. C'est aussi le moteur pour moi. Quelque chose à m'accrocher avec la force énorme de l'homme qui a rien à perdre. Déjà pas mal à voir pour un homme qui a tout perdu quelque chose à s'accrocher. Combien de fois je me dis pourquoi je ne suis pas bon catho comme les autres? Parce que les religions, ils ont déjà les phrases déjà faites, qu'on appelle les prières. Il y a une sorte de promesse d'une vie après. Et moi, j'étais obligé à composer avec le jazz, avec la littérature, avec l'alcool, avec l'amour, comme ça, pour bâtir une sorte de petite maison abri où je peux enfin commencer à vivre normalement. Très long, peut-être quelques mois perdus dans les bistrots à Place Sainte-Anne. Je ne sais pas comment, c'est un miracle. J'avais presque pas d'argent. Je réussissais à me saouler assez souvent dans les bars, dans le machin, parce qu'il y avait au moins quelque chose de positif dans mon action de la vie d'après la guerre, de réfugiés, de soldats, ce que vous voulez, que j'aimais bien aller. Il y avait, je ne sais pas s'il y avait un supermarché pas loin, je voulais pas m'acheter la bouteille, mais j'essayais ça. J'allais dans les bars et tout ça, sans assou, je parlais même pas le français. Donc, il y avait quelques histoires que je rentrais. Après le retour interminable, c'est dans le banlieue de Rennes, de Saint-Anne. Voilà. Mais lucidité, je sais pas d'où, lucidité m'a dit, laisse tomber ça, c'est pas ça la réponse. Je pense Père Dax qui a dit, l'alcool donne pas la réponse, l'alcool donne la cirrhose. Il y a une question que je me pose dans votre livre, le livre des départs. On voit justement votre parcours d'exilé, votre arrivée ici en France. Vous travaillez dans une bibliothèque, on vous prête pas vraiment d'attention. Vous êtes toujours l'autre et vous avez, vous, pour but absolu de devenir écrivain. Et un exilé ne devient pas écrivain dans la langue de sa terre d'exil. Personne ne comprend trop ni prête attention et comme exilé, vous le dites, vous cherchez d'abord la normalité, c'est-à-dire ne pas être marqué, être un peu comme tout le monde. Et une fois que vous étiez normalisé, vous avez choisi de devenir écrivain. Être écrivain, c'est une sorte de définition de vous-même, mais qui transcende toutes les autres définitions, j'ai l'impression. Qui transcende la définition du combattant, du bosniaque, de l'exilé. Vous n'êtes pas écrivain français ou bosniaque, vous êtes écrivain. Être écrivain, ça, c'est par-dessus tout. Oui, ça, je ne sais pas d'où ça vient. Ça dévalorise bien évidemment pas l'autre métier ou l'homme peut se... Je voulais l'être écrivain avec tout ce qui peut signifier pour moi à ce moment-là de l'être écrivain. D'ailleurs, c'était une ambition ancienne, c'était une ambition de petit lycéen dans le Petaochnak bosniaque qui voulait devenir écrivain. Aucune idée, aucune garantie. Ma démarche, mes combats de devenir... et français, écrivain français à la fois, tout le monde rigolait. La langue française, c'est ma langue adulte. C'est la langue où il n'y a pas l'enfance. Donc, écrire les livres qui sont basés sur mon propre expérience, comme Les Guerres et puis les dernières, c'était une sorte de filtré par le corps. Une langue qui ça ressort dans une autre langue. C'est très spécial, mais je dis toujours, c'est anecdote. Je suis entièrement... parfois que je vais à la fac, les profs tirent la gueule parce que je dis je suis entièrement autodidacte. Il n'y a pas l'école pour une langue, surtout pas une école pour l'écrivain. Je dis toujours, je suis arrivé en France avec 3 mots français, Jean-Paul et Sartre. Et je rends hommage, si je peux, aller à la retraite, à notre prof de français au foyer, Ninoc. Je lui dirais, elle va l'écouter, elle va peut-être venir, qui nous enseignait la langue française dans le foyer pour les adultes analphabètes, la langue basique française qui nous approchait déjà par le premier pas de redevenir homme. Quelle
quel noble métier, déjà enseigner, quel noble métier apprendre au désespéré la langue française. Et on s'accrochait comme on pouvait. Avec cette anecdote. Vous en avez une autre aussi avec le prix Goncourt. Ouais. Elle me disait, c'était pas comme ça, mais mes souvenirs disent à un moment, il faut apprendre la langue française. On a un cours 1 fois, 2 fois par semaine, peu importe. Il fallait remplir les papiers, comme quoi on est illettré. Et donc je les pose, on parle anglais. Il m'a dit, vous avez mal rempli. Je dis, c'est plus grave que je pense, c'est nom, prénom. Je dis, what? Il m'a dit, il y a un encadré à la fin de notre papier où c'est marqué votre projet en France et vous avez écrit concours. Non, j'ai dit, madame, j'ai écrit Goncourt. Elle a dit, d'ici Goncourt, voilà, vous êtes complètement illettré. Voilà, la littérature, je reviens, j'oublie la question, mais c'est pas grave. La littérature, elle est là pour moi depuis ce moment, comme la dernière chose à quoi c'est accroché, avec plus ou moins du succès. Mais je voulais devenir écrivain, et cette ambition m'a définissé, je pense. Je voulais être écrivain, pas le premier ministre, pas l'homme plus riche au monde, pas comme ça, écrivain et le français à la fois, dans une langue qui n'est pas la mienne, qui n'est pas le... Vous savez, écrire dans la langue sans enfance, ça demande un effort supplémentaire. La langue que ma mère qui est morte ne comprenait pas. La langue où tous mes copains, tous mes cousins ne comprennent pas. Donc, je dis, ça traverse le corps. Pourquoi moi, l'écriture, c'est très physique. Ça me traverse, je filtre ce manque d'enfance. Ce manque de premier amour, première émotion, première ivresse, première plein de choses que j'ai vécues dans ma langue. Je filtre par mon corps et c'est tout à fait possible. Je pense qu'on appartient d'abord à une langue, puis on a des passeports. D'ailleurs, une simple curiosité, maintenant que mes livres sont traduits un peu partout, je suis partout l'écrivain français sauf en France. C'est pas mal, pourquoi pas. On dit que Bosno, vous êtes... Alors, vous remarquerez que dans l'introduction du deuxième épisode, j'ai enlevé en fait la référence puisque j'avais mis en fait les doubles références et j'ai décidé d'enlever en improvisant. Je suis en train de l'écrire. J'espère qu'en 2027 sortirai un livre sur le reste de ma vie, où il y a un chapitre assez drôle, comment je suis devenu à Strasbourg, comment je suis devenu français, naturalisation. Mais je dis, avant j'étais en plastique, puis on m'a naturalisé, et je suis devenu français et bio, 100%. Où il y a 7, voilà pour finir, je ne vais pas raconter ce chapitre. À la fin, il y a un test de français, il y a des choses très drôles, je suis très tendre, et en même temps un peu avec moi. Je vais à la préfecture, à la petite mairie à Strasbourg, place de Broglie, et je remplis, il faut payer les taxes, et j'attends. Je suis pendant 30 ans l'homme avec apatride, l'homme avec la carte de réfugié. C'est pour la première fois, je vais devenir français. Et la dame à la mairie, elle dit, savez-vous, elle regarde que vous pouvez garder double nationalité. Je dis, c'est-à-dire, Bosno, elle m'a dit français. Je dis, madame, et vous? Un peu surprise. Elle m'a dit, je suis que français. J'ai dit, je vais essayer ça. Qu'est-ce que ça donne? Que français. Je ne suis pas double nationalité. D'ailleurs, la Bosnie d'aujourd'hui, j'accepterai jamais porter cette nationalité. La Bosnie d'aujourd'hui, c'est pas ma Bosnie. Nous, on n'a pas eu la guerre. C'est toujours l'État monstre, Pax Americana, tripartite nationaliste. Non, que français, voilà mon destin. Et justement, c'est quand on a eu ce rêve-là que vous avez eu depuis le début, et que globalement personne ne prenait très très au sérieux, que maintenant vous êtes un écrivain reconnu, votre dernier livre a reçu 5 prix, ça doit produire des sacrées sensations à l'intérieur de soi. Je savais, en fait, je suis à moitié surpris. Non, je plaisante. Le chemin est long. Aucune garantie, on n'a pas de garantie dans notre vie, mais rappelle un épisode, je parle ça un peu
En 2014, j'ai eu un prix pour le rayonnement de la langue et littérature française. C'est l'Académie française. Mais je dis, pour une fois, les immortels pensent en survivant. Et il fallait faire un speech. Et je vais sur la coupole. Et je me dis, est-ce que je racontais l'histoire lapin et le pain et cochon d'Inde, comme ça? Est-ce qu'il est académicien? Est-ce qu'un lecteur, il n'est pas obligé qu'il achète mon livre en espagnol, en portugais? Je donne les langues qui vont être en slovène, en croate, en français, savent le schéma que je parcours. Je peux dire que pour finir mes livres en français, je paye un peu de ma santé. Voilà, imaginons ça comme un sprint de 100 mètres. Mais moi, j'ai déjà couru 50 mètres avec pompe en fer pour prendre point de départ. En tout cas, aucun problème. Un seul jugement, est-ce que mes livres tiennent littéralement ou pas? Une seule vérité, c'est littéraire qui me compte. Je auto-traduis mon livre en croate. Ça, c'est aussi un chapitre particulier parce que des premières pages que traduisais, que traductisais, je me dis, il est où mon style français? C'est un peu sec. Et finalement, je me suis rendu compte qu'à chaque fois traduire, c'est un peu trahir, entre guillemets. Et là, on m'a demandé, est-ce que cette traduction tu as ajouté? Mais je dis, je pas trahi le texte. Donc là, il faut il faut ôter 10 000 fois chapeau à tous ces traducteurs qui nous permettaient de lire Mishima, Dostoïevski, et Bukowski, et John Fante, et je ne sais pas qui, Immanuel Teresi, Primo Levi. Ce sont les petits, ce sont les lumineuses passerelles entre les mondes et les traducteurs. Bien sûr, j'ai encore 1000 questions à vous poser, mais on fera un troisième épisode ou un autre rendez-vous un peu plus tard. Alors, c'est une question classique à Craquer l'époque, c'est la question qu'on pose à tous nos invités. Qu'est-ce que vous allez faire demain, c'est-à-dire au sens comment vous allez continuer demain, voilà, maintenant c'est permis, je me permets à me projeter dans ce manuscrit qui, pour l'instant, s'appelle « Le reste de ma vie et les autres événements merveilleux », où je raconte un petit peu mes voyages, mes passions. J'ai découvert une passion pour un coin de notre planète, c'est l'Asie du Sud-Est, Vietnam, Cambodge, Laos, y compris le Thaïlande, voilà, où je découvre le monde merveilleux, où je cherche un peu la spiritualité. J'attaque ma 7e décennie comme les réponses proposées par nos religions monothéistes. Ne vous conviennent pas? Je cherche. Ça ne veut pas dire que je vais devenir baba cool, pieds nus, chercher comme ça. Donc, dans ce livre, il y a ce merveilleux voyage au Vietnam. Mais je voyageais entre les gens, et donc il va y avoir le portrait de gens, très drôle, très tendre. Je vais essayer, dans le mouvement de voyage, intégrer ce que je pense sur le monde à mon niveau, et que je vais essayer de faire un livre tendre et drôle. Et c'est très, 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 très compliqué. Comme dans ce qu'on peut voir dans vos livres, à partir du tragico-comique, enfin, on a la grande histoire derrière, toujours, cette grande histoire. Background est toujours... ouais. Par exemple, j'ai traversé le Vietnam en 1923. On est allé à Hanoï, et tout au nord, à la frontière chinoise, où il y a le peuple complètement oublié, qui sont chinois, mais peu nombreux pour intéresser la Chine, qui n'intéressent pas le Vietnam. C'était un peu le territoire de opium à l'époque de colonisation française, mais maintenant il faut faire le blé. Je dis toujours, si on passe d'un produit qu'on vend au gramme
aux produits qu'on vend par le tonne, on voit qui est perdant. Et je suis allé jusqu'à le delta de Mekong, c'est presque 3000 km, c'est-à-dire il y a beaucoup aller-retour, il faut passer. Je n'ai pas compris pourquoi à chaque fois il faut revenir à Hanoi. Voilà la grande histoire. Et en background, ce pays merveilleux de paysans qui sont philosophes, il y a la violence, c'est de guerre. Plus on allait vers le sud, plus c'était visible. Les traces. Bien évidemment, les traces de je dis quel con, les Américains bombardaient, cramaient ces gens-là. Partout où on va, il y a si vous permettez, putain de background terrifiant. Puis Cambodge, qui est un merveilleux pays, si vous n'êtes pas allé, je le conseille. Puis les Khmers rouges et Pol Pot. J'essaie, pas du tout le livre de voyage, à travers la simplicité de leur Dieu, c'est extraordinaire. Les dieux sont un peu avec eux, comme ça. Donc j'avais l'impression que je croisais plusieurs fois le Dieu singe, Hanuman, qui vit avec eux. Donc je vais essayer, si tout va bien, je suis encouragé par mon éditeur. Janvier-mars 2027, on va voir la nouvelle aventure. Je deviens un peu comme le Tintin, d'ailleurs. Après, on va faire, on a marché sous la lune, l'oreille cassée, je présente. Je vais essayer ça, particulièrement dur, pour finir, faire un livre qui est drôle et tendre. C'est beaucoup plus facile, cracher. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. Le monde est assez vaste. Oui, on espère. Merci beaucoup, Velibor Čolić. Merci à vous. À bientôt. Merci. Craquer l'époque est un podcast produit par Radio Radio en partenariat avec Collatéral, la Gaieté Lyrique, les Chants Libres et le service culturel de Rennes 2. Cet épisode a été réalisé par Romain Huette.